Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'une grand-mère que personne n'a envie d'avoir, Dorothea Puente. Comme d'habitude dans ce genre d'histoire, je trouve ça intéressant de commencer par l'enfance de Dorothea afin que vous compreniez bien le personnage et son vécu. Dorothea, elle est née le 9 janvier 1929 à Redlands en Californie. Ses parents étaient issus de familles modestes et se battaient pour joindre les deux bouts. En plus de ça, ils se disputaient souvent et de manière assez violente. Le père de Dorothea, c'était un travailleur saisonnier dont la tuberculose dont il était atteint l'empêchait souvent de garder ses emplois. Hormis ça, c'était quelqu'un qui était sujet à des crises de colère et de dépression. Il exprimait d'ailleurs souvent des idées suicidaires. La mère, c'était quant à elle une femme instable qui négligeait souvent ses enfants. Elle était alcoolique et ça la rendait incapable de s'occuper d'eux. Elle avait également des tendances suicidaires et a menacé à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours devant eux. Elle laissait fréquemment la famille sans supervision et du coup les enfants se retrouvaient livrés à eux-mêmes, souvent affamés. Dorothea, elle devait d'ailleurs fréquemment mendier de la nourriture dans le voisinage ou chercher refuge autre part lorsque les disputes de ses parents devenaient insupportables. Avant ses 10 ans, le père de Dorothea succombe à la tuberculose, mais peu de temps après, sa mère meurt dans un accident de la route. Les enfants vont donc être placés dans un orphelinat qui est clairement surchargé. Et parce que ce n'est jamais fini, Dorothea, elle va subir des abus physiques et émotionnels. Dans ce nouvel environnement, Dorothea, elle apprend à se défendre en utilisant la manipulation et le mensonge comme mécanisme de survie. En gros, elle commence à mentir sur son passé, elle s'invente une enfance fictive au Mexique, etc. Ce comportement va faire partie intégrante d'elle et on verra qu'elle l'utilisera plus tard dans sa vie pour tromper ceux qui l'entourent. À la sortie de l'orphelinat, Dorothea tente de se construire une nouvelle vie. Elle s'installe à Fresno, en Californie, avec l'espoir de tourner la page sur son enfance. À l'âge de 16 ans, elle continue à mentir auprès de tout le monde et se fait passer pour une femme de 30 ans. Elle se marie avec Fred McFall, un soldat de retour de la Seconde Guerre mondiale, mais clairement, le mariage, il ne le voit pas de la même manière. Fred, il espère une épouse dévouée, mais Dorothea, elle aspire à une vie plus excitante que celle qu'elle a avec Fred. Ils vont quand même avoir 2 filles, mais Dorothea va en placer une en adoption et donner l'autre à des proches pour ne pas avoir à s'en occuper. Bon, vu que comme c'est parti, vous vous en doutez, quelques temps plus tard, ils vont divorcer. Dans les années 1950, Dorothea se met à travailler comme prostituée à Sacramento. Plus tard, dans les années 1960, elle devient proxénète, mais va être rapidement arrêtée et poursuivie pour prostitution et proxénétisme. Et elle va faire un court séjour en prison. En 1982, elle se fait passer pour une infirmière, mais en réalité, elle drogue les patients, les vole et s'enfuit. Sauf qu'elle va être arrêtée et condamnée à 5 ans de prison pour vol et fraude. En 1985, soit 3 ans après, elle est libérée et sort de prison. Mais après sa sortie, elle n'a qu'un seul objectif, adopter une approche plus stratégique en se concentrant sur les personnes vulnérables de la société, à savoir les personnes âgées et les personnes handicapées. Tout ça pour gagner leur confiance et exploiter leur argent plus facilement. Et comment le faire de la meilleure des manières? Exploiter une maison de pension. En gros, elle va prétendre offrir un refuge aux personnes dans le besoin, mais en réalité, c'est loin d'être le cas. Son plan, il est froidement calculé, cibler les marginaux, ceux qui n'ont pas ou peu de liens familiaux, et ceux qui dépendent souvent des aides gouvernementales pour vivre. Mais comment tu voles des aides gouvernementales sans te faire remarquer? C'est ça la question. Concrètement, c'est avec leurs allocations qu'ils payaient leur loyer. Et vu que beaucoup n'avaient pas de famille, c'est Dorothea qui se chargeait de les encaisser à leur place et de leur reverser ce qu'il restait après avoir payé le loyer et les repas. Enfin, c'est ce qu'elle disait. Mais en réalité, elle prenait une com supplémentaire dessus. Ni vu, ni connu quoi. Dorothea, elle a une réputation de femme généreuse et attentionnée. Pour rappel, sur le papier, elle accueillit des pensionnaires qui souvent sortent d'hôpitaux psychiatriques ou viennent de la rue. Ça leur permet quand même d'avoir un toit sur la tête et des repas chauds, ce qui n'est pas rien. Cette image de bienfaitrice, elle attire la sympathie de nombreux travailleurs sociaux qui voient en elle une ressource précieuse pour aider ceux qui peinent à s'intégrer dans la société. Du coup, ils vont recommander la pension à de nombreuses personnes qui sont dans le besoin. Et en plus de tout ça, Dorothea, elle faisait souvent des dons aux politiciens locaux. Elle donnait des sacs de vêtements aux associations. Dans son quartier, les mercredis, elle organisait un burrito day, où en gros, elle distribuait gratuitement de la nourriture. Et en plus, elle avait l'air plus âgée et elle en jouait pour que tout le monde lui fasse confiance. Elle disait par exemple avoir 65 ans, quand en réalité, elle en avait 50.
Bref, une mamie à l'image parfaite. Le truc, c'est que l'image, elle est belle, certes, mais la réalité, elle est plutôt moche, elle. Parce que lorsqu'elle accueillait un nouveau pensionnaire, Dorothea, elle faisait tout pour gagner sa confiance et le convaincre de lui céder le contrôle des chèques de sécurité sociale. Cette emprise sur ses finances, elle lui permet non seulement de siphonner tout son argent, mais aussi de l'isoler encore plus du monde extérieur qu'elle devient dépendante d'elle pour tous ses besoins quotidiens. Le truc, c'est qu'au fur et à mesure, les pensionnaires, ils commencent à disparaître sans explication. Mais quand on demande à Dorothea où ils sont, elle explique que certains seraient partis vivre chez des proches, d'autres auraient trouvé un travail dans une autre ville. Mais voilà, elle n'en sait pas plus. Après tout, c'est leur décision, c'est pas la sienne. Le temps passe. Les voisins commencent à se plaindre de plusieurs choses, de mouvements nocturnes suspects, mais surtout d'une odeur nauséabonde qui émane de chez elle. Mais Dorothea, elle parvient à dissiper les soupçons en se montrant tellement aimable et coopérative à chaque fois qu'un voisin vient se plaindre que de suite il en oublie la plainte. Sauf qu'à un moment donné, vient la disparition d'Alvaro Montoya, aussi appelé Bert. C'est un pensionnaire qui souffre de troubles mentaux et ça va devenir le point de bascule dans l'enquête. Bert, il était sous la supervision régulière des services sociaux locaux et lorsqu'ils ne parviennent plus à le joindre pendant plusieurs semaines, il décide de mener une enquête plus poussée. Car l'excuse de Dorothea qui explique qu'il est parti avec de la famille au Mexique, bon, on n'y croit pas des masses. Ils appellent donc la police qui vient sur les lieux interroger les pensionnaires. Et Dorothea, sauf que tout le monde dit la même chose, Bert, il est bien parti au Mexique en fait. Donc pourquoi s'en inquiéter? Sauf qu'il y a un pensionnaire qui va glisser un petit mot dans la chemise d'un policier sur lequel il est écrit qu'elle les force à mentir et qu'en réalité, Bert n'est pas parti au Mexique. Il ne sait pas où il est, mais il est sûr qu'il n'est pas parti au Mexique. Cette histoire elle va permettre aux enquêteurs d'obtenir un mandat pour fouiller la propriété. Ils fouillent l'intérieur de la pension et il n'y a rien de suspect. Il y a même des indices par-ci, par-là, qui laissent penser que Dorothea, elle dit la vérité en fait. Par exemple, sur son calendrier, il est bien spécifié à une date précise, départ de Bert pour le Mexique. Mais avant de partir, un des enquêteurs va quand même décider de fouiller le jardin dont la terre est complètement retournée. Et il s'avère qu'il trouve un corps. Dorothea, elle va donc être emmenée au poste de police, mais va tout nier, de A à Z. Elle ne comprend pas ce que fait le corps ici, et vu qu'à l'époque, il était possible de retrouver des corps chez soi, car des années avant, certaines personnes qui n'avaient pas les moyens les enterraient dans leur jardin, il n'y a aucune preuve contre Dorothea en fait. Elle est donc libérée. Le lendemain matin, les enquêteurs reviennent pour fouiller le reste du jardin. Et tadam, les autorités découvrent 6 corps supplémentaires. Sans parler du corps qu'ils vont plus tard retrouver dans une boîte dans la rivière et du corps d'une femme qui se serait suicidée chez Dorothea quelque temps avant. Mais pendant que la police continue d'exhumer les corps, Dorothea demande la permission de quitter les lieux pour aller prendre un café dans un hôtel voisin car elle ne se sent pas très bien. Les policiers vont accepter, oui, ne me demandez pas pourquoi. Et par chance pour eux, elle est honnête et le temps des fouilles, elle va rester dans le café d'à côté. Non, bien sûr que non, elle va s'enfuir. Forcément, c'était à prévoir. Une chasse à l'homme nationale est alors lancée pour retrouver Dorothea. Mais malgré ses tentatives pour rester discrète, son visage est reconnu par un homme dans un bar qui a vu la photo dans les médias et ce dernier va alerter les autorités, ce qui va conduire à son arrestation quelques jours après sa fuite. Bon, on pourrait se dire qu'elle est foutue et qu'elle n'a qu'un choix possible, avoué. Mais non, Dorothea, elle reste impassible, ni son implication directe dans les meurtres, affirmant que ses pensionnaires sont morts de cause naturelle et qu'elle avait peur d'être accusée de quoi que ce soit, alors elle les a tout simplement enterrés dans son jardin. Mais c'est tout. Elle n'a commis aucun meurtre. Le truc, c'est que les enquêteurs ils découvrent des correspondances bancaires montrant qu'elle a continué à encaisser les chèques de sécurité sociale de ses victimes bien après leur mort. Le 3 juillet 1990, Dorothea est accusée de 9 meurtres avec préméditation et risque la peine de mort. Le 9 juillet 1992, 2 ans après, le procès de Dorothea commence. Mais l'affaire, elle est compliquée car il n'y a ni aveu, ni preuve que c'est elle. Elle a avoué avoir bien encaissé les chèques après leur mort, les avoir enterrés mais pas tués, et elle n'a pas prévenu la police car elle était en liberté conditionnelle et qu'elle avait peur que ça lui retombe dessus. La défense, elle la dépeint comme une femme âgée, fragile et bien intentionnée, mais dépassée par la gestion de sa pension. Ils soutiennent que le décès était accidentel, dû à des problèmes de santé des pensionnaires, et la défense, elle tente même de susciter la sympathie du jury en soulignant son âge avancé et ses propres traumatismes passés. Quelque temps plus tard, le jury va déclarer Dorothea coupable. Enfin, pas entièrement.
coupable de seulement 3 meurtres sur les 9. Elle va être condamnée à la prison à perpétuité sans libération conditionnelle possible. Tout ça pour de l'argent, pour du pouvoir. Mais alors vous vous demandez peut-être combien elle a réussi à récupérer en volant et tuant toutes ces personnes. 100 000 $ au total. Et comment elle a réussi seule toutes ces années à tuer autant de monde, voire parfois des hommes de plus de 90 kilos? Elle administrait régulièrement des cocktails de drogue sédative à ses pensionnaires pour les affaiblir physiquement et mentalement. Ces substances, souvent mélangées à leur nourriture ou à leur boisson, plongeaient les victimes dans un état semi-comateux, ce qui facilitait leur manipulation et rendait leur disparition plus discrète. Ensuite, elle s'occupait elle-même des corps en les enterrant dans le jardin de sa maison. Voilà l'histoire de Dorothea Puente. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Si vous avez aimé la vidéo, pareil, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. En attendant, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Eh bien écoutez, on se fait des gros bisous, on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.